Salut à tous et bienvenue sur Bismart, c'est le nouvel épisode de Smart Génération, le dernier de la saison. On va parler de conseils en stratégie, mais aussi de sondages et de vie d'expat. On va vous emmener sur les toits du Kilimandjaro, mais aussi dans les fonds marins du Mozambique. Et on va faire un petit tour par le Vietnam avec notre nouveau candidat. Aujourd'hui, on fait passer l'oral à Alexandre Guérin, le nouveau directeur général France d'Ipsos. Il a fini sa scolarité en 2000 et après un début de carrière passé entre la France et les États-Unis, il vient de prendre les commandes de l'entreprise de sondage pour laquelle il a travaillé pendant 15 ans. Et comme toujours dans Smart Génération, on inverse les rôles. C'est nous les étudiants qui faisons passer un oral à un dirigeant. On va l'interroger sur ses expériences professionnelles, mais aussi personnelles, pour comprendre comment elles ont forgé son parcours, mais aussi s'en inspirer. On commence tout de suite en accueillant notre invité du jour, Alexandre Guérin. Alexandre Guérin, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce dernier oral de Smart Génération de l'année. Comme le veut la tradition dans l'émission, je vais rappeler votre CV en quelques points. Alors après une enfance passée en partie à l'étranger, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, vous faites, après le bac, une classe préparatoire à Paris, à Stanislas. Vous intégrez ensuite HEC, d'où vous sortez diplômé promotion 2000. Après vos années à HEC, vous vous dirigez vers le conseil, chose habituelle pour des gens en école de commerce. Entre 2000 et 2006, vous travaillez au sein du cabinet de conseil Kearney, où au fur et à mesure, vous obtenez finalement le poste de manager. Au milieu de ces années de conseil, vous prenez la décision de faire une année sabbatique où vous traversez les fonds marins du Mexique au Mozambique, on en parlera tout à l'heure. En 2006, vous quittez le conseil et vous rentrez chez Ipsos, une entreprise bien connue française de sondage et de marketing d'opinion. Vous allez y occuper des postes assez divers, vous gravissez les échelons en France, aux États-Unis. Et le 1er avril 2021, donc très récemment, il y a quelques mois, vous êtes finalement nommé, comme je l'ai dit tout à l'heure, directeur général d'Ipsos France. Ipsos, c'est un poids lourd des sondages, on le connaît tous, on en a encore entendu parler ce week-end, évidemment, dans le cadre du premier tour des élections régionales. Ipsos, dans le monde, c'est 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 16 000 collaborateurs dans 90 pays différents. Un mastodonte de la mesure d'opinion, donc, dont vous venez de prendre les rênes pour le marché français. Bienvenue Alexandre Guérin sur le plateau de Smart Génération. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de repasser un nouvel oral ? Eh bien, d'abord, bonsoir. Merci de m'accueillir ce soir. Je suis ravi d'être là. Un peu plus d'une vingtaine d'années après ma sortie de l'école, je suis ravi de me prêter au jeu, voilà, entre alumni, avec vous ce soir. Vous en faites souvent des oraux ? J'en fais passer, on va dire, pour des entretiens, bien évidemment, parce qu'on est en phase de recrutement assez actif, notamment chez Ipsos en France. Oui, tout à fait, oui. D'accord, bien, merci de vous prêter à ce jeu. Et Alexandre Guérin, votre oral démarre maintenant. Allons-y. On va commencer par aborder votre enfance, qui a la particularité de s'être déroulée sur 2 continents. Vous avez vécu aux États-Unis, au Royaume-Uni, et à l'âge de 12 ans, vous êtes rentré en France. Comment est-ce que vous avez vécu tous ces changements d'environnement ? Bien écoutez, au début ça s'est fait assez naturellement quand j'étais enfant, je pense. On s'habitue assez vite, hein. Les enfants ont une capacité d'adaptation assez incroyable. Et puis on s'enrichit aussi de toutes ces expériences. La période la plus intéressante, on va dire, c'était peut-être le retour en France, où là j'étais adolescent, et là effectivement, on commence, il faut s'adapter, j'ai envie de dire. Et quand on a passé des années à l'étranger, en plus, on passe d'un environnement qui est très international, puisque même dans les écoles françaises, en fait, il y a plein de nationalités différentes. Ouais. Et revenir dans un carcan un petit peu franco-français, ouais, ça a été un petit peu compliqué pour se réadapter, je me souviens. Oui, ça vous a fait un choc culturel complètement. En plein milieu de l'adolescence. Vous pensez que ça vous a marqué dans votre caractère et votre manière d'être aujourd'hui en tant qu'adulte ? Oui, tout à fait, parce que je pense que je ne ferais pas ce métier-là aujourd'hui si je n'avais pas eu ça. Ça a aidé à une certaine ouverture d'esprit et clairement à une forme de curiosité qui est un peu mon fil rouge depuis de longues années maintenant. Et du coup, avec tous ces déménagements, quand on vous demande d'où vous venez, vous répondez quoi ? Alors, il y a quelques années, je disais plus citoyen du monde. Là, quand même, maintenant, je suis rentré en France, on va dire que je suis français. Voilà. La formule est belle. Et ce côté biculturel, est-ce que vous l'utilisez aussi dans votre façon de manager, dans le côté un peu plus professionnel en tant que dirigeant, ou ça ne vous a pas forcément influencé ? Alors, je pense que ça m'influence toujours, surtout là, au retour de cette année aux États-Unis, où la façon de travailler en équipe, la façon d'engager les collaborateurs est quand même assez différente avec les modèles auxquels on peut être habitué en France. Je pense notamment à tout ce qui est encouragement, à des modes de feedback qui sont très directs en fait. Donc on apprend un style de management qui est beaucoup plus direct. On apprend aussi l'importance de donner du sens au métier qu'on fait,
à être très clair sur la vision, pas que sur les objectifs, mais aussi sur la vision. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pu voir l'importance aux États-Unis et que je vais essayer aussi d'appliquer, d'ailleurs, dans ce poste-là aujourd'hui, mais à l'avenir. Vous êtes à l'aise sur les deux terrains, donc aux États-Unis, vous vous sentez comme à la maison et en France aussi. Oui, d'ailleurs, il y a même parfois, quand je dois écrire un discours, par exemple, mon premier réflexe sera de l'écrire en anglais. D'accord. Par exemple. Ouais, donc la capacité à passer de l'un à l'autre est assez intéressante, et je pense très utile. Et c'est vrai qu'une autre chose aussi qui peut arriver dans notre enfance et qui a tendance à nous marquer, c'est notre place dans la famille. Vous étiez l'aîné, il me semble. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez aussi que ça a forgé quelque chose chez vous qui est resté ensuite dans le temps? Être l'aîné, oui, parce que on essuie un petit peu les plates quand on est l'aîné, entre guillemets, et surtout quand on change comme ça de pays. Toutes les questions sur la scolarité, etc., c'est un petit peu plus compliqué quand on bouge pas mal de pays en pays. Donc oui, je pense que j'ai, oui, on va dire essuyé les plâtres, ou en tout cas j'ai dû oser un petit peu peut-être. Oui, ça forge un caractère. Plus que si j'avais été le numéro 2 ou le numéro 3, ouais, tout à fait. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait comme métier? Est-ce que ça vous a un peu aiguillé dans votre voie ou pas du tout? Alors, ma mère travaillait dans l'automobile, et puis quand on est parti à l'étranger, elle s'est arrêtée de travailler officiellement, mais elle a monté une association caritative d'accueil des Français à l'étranger, en fait, qui existe toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, à New York. Et mon père travaillait dans la pharmacie. Il était notamment terminé sa carrière chez Saint-Élabo. Ok. D'accord, donc vous avez une enfance assez internationale, mais ensuite vous êtes resté en France pour vos études en prépa, puis à HEC, et c'est ce qu'on va aborder maintenant. Alexandre Guérin, donc vous arrivez à HEC, vous avez à peu près 20 ans, c'est ça, la vingtaine. Ouais. À quoi aspire le jeune Alexandre Guérin? Alors, après 2 années de prépa, j'aspirais d'abord à continuer à apprendre, mais aussi prendre un peu de bon temps, pour être très franc. Rejouer au rugby que j'avais dû arrêter à cause de la prépa, entre guillemets. Et puis, très vite, l'envie de voyager, parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait plein d'opportunités en étant à HEC, d'échanges, de stages à l'étranger. Et ça m'a très vite titillé l'esprit. Et vous étiez investi au BDE, c'est ça? Ouais. Dans l'organisation des soirées du jeudi, qu'on connaît bien. Entre autres, Est-ce que ça veut dire que l'Alexandre Guérin qui était à HEC était plus un fêtard qu'un bosseur? Il y a eu des très belles fêtes, il y a eu du travail aussi. On a, je pense, bien mélangé les deux. C'était formateur quand même? Il y a des choses que vous retenez dans l'organisation? Parce que finalement, c'est très différent du métier que vous faites aujourd'hui, organiser des soirées. Tout à fait. C'est ce que j'en comprends. Oui, mais en fait, quand on gère une activité, notamment avec, en l'occurrence, un bureau des élèves n'est pas un centre de profit, mais il y a quand même une logique économique derrière. Je me souviens qu'on avait été élus, on avait été à la banque et on s'était rendu compte que le compte en banque était complètement vide. Donc il a bien fallu trouver des moyens, du sponsoring, des soirées, un peu de marketing aussi pour qu'on se donne un petit peu ses marges de manœuvre et qu'on renfloue le BDE. Et d'après votre ami Olivier Girard, qu'on a interrogé, vos 3 qualités principales, c'est d'être un leader, un travailleur et d'être généreux. Est-ce que ce côté leadership, il est venu dans ces années en école, ou il était déjà là un peu là avant, ou il est venu plus tard? Je pense que ça a commencé, je pense, sur les terrains de rugby. Je pense. Il y avait quelques années où j'ai été d'ailleurs capitaine d'équipe, mais c'est plus quand on a commencé en junior, donc à l'époque 17-18 ans à peu près, avec mon club à faire de la compétition, les championnats de France et où. C'est là où j'ai commencé à prendre goût à cette forme de compétition. Et donc je pense que ça vient de là sans doute. D'accord. Et donc ensuite vous spécialisez en marketing, ce qui vous amène pendant votre année de stage à partir au Vietnam. Donc comme on le disait en introduction, faire un stage chez Nestlé en marketing. Racontez-nous, alors c'était un dépaysement culturel, j'imagine, un peu différent de la culture anglo-saxonne que vous connaissiez jusque-là, la culture française? Ah oui, choc culturel complet, quasiment 1 an au Vietnam, à Saigon, Ho Chi Minh-ville, comme elle s'appelle officiellement. Des codes culturels, notamment au travail, qui sont complètement différents. Une façon de travailler, de nouer des relations, là aussi, très différentes. Donc on apprend, au début, on observe, on regarde, on fait quelques gaffes aussi, on apprend à se positionner, on comprend un petit peu comment ça marche. Notamment parce qu'on était, je pense, dans le bureau, on était 2 Européens, en fait. Et puis, l'ensemble des employés étaient vietnamiens. Alors, il y a aussi beaucoup de Vietnamiens qui sont biculturels aussi, puisque c'est un pays qui a connu des influences, bien évidemment, françaises, américaine et plus récemment russe. Quand je dis plus récemment, là, on se situe à la fin des années 90.
Et donc, vous aviez fait votre majeur à HEC en marketing, c'est Ouais, ça? Tout à fait. Mais finalement, vous vous orientez vers le conseil. Donc, vous êtes rendu compte que le marketing, c'était pas votre tasse de thé et de café, d'ailleurs. Pour le coup. Ouais, en l'occurrence, ouais. J'aimais bien le côté terrain du marketing, mais je trouvais que y avait, qu'il se passait plein de choses quand même dans le monde économique. C'était le début des années 2000, le début de l'Internet, la montée en puissance du private equity. Le conseil était un petit peu au milieu de tout ça. Et puis, comme souvent, en tout cas pour ma carrière personnelle, ma carrière est surtout faite de rencontres. Et j'ai rencontré les bonnes personnes chez Kearney qui m'ont donné envie, entre guillemets, de les rejoindre. Et moi aussi, je me suis dit, si je leur ressemble ne serait-ce qu'un petit peu dans 5 ans, ce sera pas mal. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre Kearney. Eh ben, je vous propose qu'on en parle dans la prochaine séquence de cette orale. Comme on le disait, vous êtes ensuite entré dans le monde du conseil et vous y êtes resté 6 ans. C'est vrai que le conseil, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes, surtout en école de commerce, ont tendance à faire. Vous avez choisi ça, donc vous le disiez, plutôt par rapport aux rencontres. C'est des rencontres que vous aviez fait pendant votre stage en marketing ou avant? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, c'était des rencontres sur le campus et lors des processus d'entretien, en fait. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Et est-ce que le conseil vous a plu? Parce que c'est vrai que nous, en école de commerce, parfois, on a tendance aussi à nous dire que le conseil, c'est beaucoup de slides, Ouais. c'est très éloigné de l'opérationnel. Ouais. Mais si vous y êtes resté 6 ans, c'est que c'est peut-être un peu plus. Alors moi, j'ai adoré. C'était des années fondatrices, on va dire, parce qu'il y a une méthode que je trouve extrêmement puissante, une méthode notamment d'analyse. On touche à des sujets d'une grande variété, des secteurs différents, des problématiques différentes. Passer d'une acquisition à du pricing, à des mises en place de nouveaux systèmes d'information, par exemple. Tout ça, en quelques mois, c'est assez passionnant. Maintenant, au bout de quelques années, donc pour moi ça a été 6 ans, j'en ai aussi, je pense, vu ma limite, en tout cas, puisqu'il me manquait ce côté opérationnel, il me manquait ce côté management, il me manquait un petit peu cette capacité de s'inscrire sur dans une entreprise qui a une raison d'être à long terme. Donc c'était un très bon passage, mais je ne me voyais pas faire toute ma carrière dans le Une bonne conseil. introduction. Est-ce que c'est justement parce que vous en aviez un peu marre que vous avez pris une année sabbatique? Parce que on tient donc quand même à souligner que vous avez pris une année pour partir faire de la plongée aux 4 coins du monde Ouais. pendant justement cette période de conseil. Pourquoi? Tout à fait, tout à fait. Alors c'est pas parce que j'en avais marre, c'est quelque chose que je voulais faire. Donc Ok. je l'avais en tête depuis longtemps. Et d'ailleurs, j'avais commencé à mettre de côté dès mes premiers bulletins de paye, je me souviens. Ah oui. Et avec un très bon ami à moi, Cédric Guimineau, on est effectivement partis pendant 1 an, tous les deux, faire de la plongée aux 4 coins du monde. C'était quelque chose que j'avais au fond de moi, que je voulais faire. Et puis il fallait que je réponde à cette question, est-ce que je le fais maintenant? Oui, c'est... Ou est-ce que j'attends de le faire? Et puis une fois qu'on a la carrière continue, s'enchaîne, on se marie, on a des enfants, on ne sait pas quand on pourra le refaire. Voilà, c'est pas impossible. Mais moi, je pensais que c'était mieux de le faire le plus vite possible. Et pourquoi la plongée? Pourquoi la plongée? Parce que j'ai toujours été attiré par soit l'altitude, soit l'inverse de l'altitude, donc les fonds sous-marins, en tout cas dans notre référentiel terrestre. Je trouve ça, je suis un grand contemplatif, c'est apaisant, c'est unique, c'est surprenant. Et comment dire, on se trouve aussi, on apprend à se connaître aussi, Ouais. puisque c'est des environnements où on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, il faut être un petit peu sérieux et il faut savoir réagir à toutes les situations, surtout quand on va de plus en plus profond. Histoire de nous faire rêver un peu, quel est l'un des moments que vous avez préféré pendant justement tous ces voyages? Ah ben, le souvenir qui restera gravé dans ma mémoire, c'est une plongée au Mozambique, dans le canal du Mozambique, qui est Ok. un des endroits où il y a le plus d'activités sous-marines au monde, où je suis tombé nez à nez avec 4 aimantas qui ont tourné autour de moi pendant une demi-heure. Donc je me suis Sympa. posé au fond de l'eau et en regardant ce balai autour de moi. C'était assez incroyable. Et vous plongez encore maintenant ou pas? Alors, beaucoup moins, parce que j'ai des filles qui ne sont pas encore d'âge pour faire de la plongée, mais les j'espère les former. convertir assez rapidement. Très bien, donc prendre une année sabbatique, c'est vrai que c'est aussi un moyen de conjuguer vie personnelle et professionnelle. Et c'est le sujet qu'on va aborder maintenant.
Alors Alexandre, une photo s'affiche à l'écran maintenant. C'est vous au Kilimandjaro en 2007. On nous a raconté au téléphone que malgré toutes vos années de randonnée avec vos copains, quand vous avez grimpé le Kilimandjaro, à l'époque, vous aviez encore le vertige. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote ? Eh bien, alors, oui, j'ai toujours un petit peu le vertige. Je m'améliore au fil du temps, au fil du temps passé en montagne. Le Kilimandjaro, c'est une ascension donc qu'on a fait avec ma femme en 2007, tous les deux, avec nos guides qui sont d'ailleurs, je crois, sur la photo, Donald et Rob. Ça a été un parcours absolument incroyable, parce que le Kilimandjaro, on monte à quasiment 6000 mètres. Et donc, on est vraiment dans un environnement de haute montagne. C'est pas vraiment le vertige le problème, c'est le mal de l'altitude, puisqu'en fait, au-dessus de 4000 mètres, notre corps commence à ne plus répondre, en fait. Nous, on n'a pas eu de problème d'œdème ou autre, mais il y a à peu près, je pense, la moitié des personnes qui doivent redescendre assez rapidement. Mais on est quand même dans un environnement extrêmement hostile. Et donc, je me souviens de cette dernière ascension. On part à minuit, on est au milieu de l'Afrique, il y a zéro pollution lumineuse, il n'y a que la Voie lactée qui nous éclaire, qui éclaire le chemin avec notre petite lampe, et on grimpe 2000 mètres d'ascension verticale, je m'en souviens encore, et on le fait avec ses tripes, on le fait au mental, parce que le corps a du mal. Globalement, on a vu quand même, vous étiez un grand sportif. Vous avez plusieurs fois parlé depuis le début de l'émission du rugby, par exemple. Qu'est-ce que le rugby en particulier et le sport en général vous a appris comme valeur qui vous sert dans la vie en général ? Des valeurs avant tout collectives, hein, et d'ailleurs c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve aujourd'hui en tant que dirigeant. La beauté d'un sport comme le rugby, il y en a d'autres, hein, c'est que n'importe qui peut y jouer, n'importe qui peut contribuer avec ses qualités. Alors, dans un cadre professionnel, vu les gabarits, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais à un niveau amateur, ça reste vrai, je pense. Et aujourd'hui, je pense que quand on voit un petit peu la complexité du monde des affaires, la complexité liée au rythme du changement, à des enjeux qui sont à la fois sociétaux, sur les raisons d'être, mais aussi business, on est dans un monde qui est de plus en plus compliqué. Et donc, il faut des profils qui sont capables, non pas d'avoir réponse à tout, mais de bien travailler ensemble, et charge à nous d'avoir les bonnes expertises pour apporter les bonnes réponses, en l'occurrence à nos clients, puisque c'est la raison d'être d'Ipsos. Une autre anecdote, votre ami Jérémy Letowski, qu'on a aussi eu au téléphone, nous a dit que vous aviez sauté en parachute. Est-ce que c'est ça la chose la plus folle que vous avez faite dans votre vie ? Alors pour quelqu'un qui a le vertige, sauter d'un avion en marche, ça n'a pas l'air malin du tout, mais j'en garde un très bon souvenir. Est-ce que vous le referiez ? Pas sûr. À la question qu'on vous a posée en pré-interview, avez-vous encore des rêves ? Vous répondez très sérieusement que dans quelques dizaines d'années, vous vous voyez très très bien partir en voyage dans l'espace. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce que l'astronomie, c'est un rêve pour vous ? Alors, c'est un rêve, oui. Alors, enfin, moi, c'est un sujet qui m'a pas mal passionné. J'ai beaucoup lu sur le sujet, l'origine du Big Bang, etc. Toute la méthode scientifique qui a permis de comprendre un petit peu comment on se positionne dans l'univers, en fait. Et donc, je suis assez intéressé aussi par ce que font des Elon Musk ou des Jeff Bezos, que ce soit sur SpaceX ou Blue Origin. Et je pense que quand on regarde un petit peu l'histoire de la technologie et l'accélération du rythme des innovations, je pense que c'est tout à fait réaliste de se dire que dans 10 ans, 20 ans, on aura des vols commerciaux au-delà de la stratosphère. Et là, le vertige, ça pose plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Non. On sera tellement loin qu'il n'y aura plus de problème. Okay. Justement, vous parliez de lecture, et c'est vrai qu'on a remarqué on a appris que vous étiez un lecteur assez compulsif, en fait, d'après ce qu'on a compris. Vous lisez beaucoup sur le même thème, sur une courte période de temps. C'est sur l'espace et le Big Bang que vous avez préféré lire, ou est-ce que c'est un autre sujet ? Alors, espace Big Bang, j'ai aussi beaucoup aimé tous les récits des grands alpinistes, aussi les Messner, les Herzog et autres. Ça m'a pris pendant plusieurs mois. Ok. Pour finir cette partie un peu plus personnelle, qu'est-ce que vous répondriez à la question : quelle est la meilleure décision personnelle ou professionnelle que vous pensez avoir prise dans toute votre vie ? Question vaste, mais... Meilleure décision, je pense que ça a été de partir aux États-Unis. Et ça répond à la fois au niveau professionnel et au niveau personnel. Professionnel parce que c'est le plus gros marché des études marketing et d'opinion dans le monde. On travaille avec les GAFAM. Il y a un environnement concurrentiel et un environnement de partenariat qui est extrêmement développé. Et aussi personnel parce qu'on embarque la famille dans cette aventure et je pense qu'on en a tous retiré quelque chose. Ok. Alors vous avez parlé d'Ipsos là juste maintenant. On va justement revenir à votre carrière plus professionnelle du coup, et notamment sur ces 15 ans passés chez Ipsos.
Alexandre, vous allez bientôt fêter vos 15 ans chez Ipsos et je pense que ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu. On nous a dit que vous n'aimiez pas utiliser de jargon, mais alors si je vous demande de pitcher Ipsos en une phrase, comme si vous parliez à ma grand-mère qui a 82 ans, qu'est-ce que vous me diriez ? Ipsos, c'est la société qui comprend le monde sous ses différentes facettes sociétales, les marchés, les individus. Très bien, écoutez, c'est très clair. Est-ce que vous parliez de votre départ aux États-Unis pendant vos années chez Ipsos. C'est un choix de vie. Est-ce que c'est facile à faire accepter à votre entourage, à vos filles, à votre femme, de partir comme ça pendant plusieurs années aux États-Unis ? Alors oui, parce qu'on avait toujours ce rêve de partir à l'étranger un jour, d'offrir ça à nos filles. Ma femme était aussi un parcours très international, elle parle couramment 4 langues, hein, donc vous voyez, elle aussi a pas mal voyagé, donc ça s'est fait de manière assez naturelle. Bon, maintenant, on ne sait jamais dans quoi on met les pieds quand on part, quand on déménage. Et là, on a effectivement 6 mois, 1 an où il faut prendre ses marques. Hein. Ça, je pense que c'est vrai dans n'importe quelle expatriation. Et donc, vous avez fait quasiment 15 ans de carrière chez Ipsos. À notre échelle, en tant qu'étudiants, nous qui démarrons bientôt sur le marché du travail, ça paraît quand même énorme. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à réenchanter en quelque sorte votre travail ? Ouais. Du plaisir. Et c'est vrai, je suis tout à fait conscient que c'est peut-être assez inhabituel, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens, en tout cas dans une carrière, c'est tout à fait normal de changer d'employeur de façon assez régulière, on va dire. On parlait de rencontres tout à l'heure. Moi, mon parcours chez Ipsos a commencé par des rencontres, hein, par Laurence Stoclet, la directrice financière, Didier Truchot, Jean-Marc Lèche, les fondateurs qui, en tout cas pour Didier Truchot, est encore aux manettes du groupe aujourd'hui, 46 ans après. Et c'est une entreprise qui a une vraie raison d'être, qui est une raison d'être qui est claire, que je viens d'énoncer ou de résumer, on va dire. Cette raison d'être, elle me parle, elle me passionne. Et puis Ipsos aussi m'a offert des métiers extrêmement différents, puisque j'ai été, entre autres, directeur de cabinet, directeur financier, patron de business unit sur des problématiques assez, on va dire, tech et plateforme, directeur commercial aux États-Unis, maintenant ce qu'on appelle patron de pays en France. Donc ça répond à ma curiosité. Et voilà, en 15 ans, dans un grand groupe international comme Ipsos, on peut faire plein de choses différentes. Et la passion et la flamme est toujours là. J'imagine qu'il y a des moments où tout va bien, d'autres où tout va mal, ou en tout cas c'est plus compliqué. Ouais. Comment est-ce que vous faites quand il y a un gros problème ? Comment vous arrivez à rebondir ? Ben écoutez, je pense qu'il faut d'abord être bien équilibré, être bien, j'ai envie de dire, dans sa tête. Le rôle d'un dirigeant, quand même, c'est pas forcément de commenter quand tout va bien, c'est surtout de gérer quand il y a des soucis à gérer. Donc il faut être assez clair sur la mission qu'on a à faire. Des problèmes, il y en a dans toutes les entreprises, c'est normal. Le rôle du dirigeant, c'est d'aider ses équipes, c'est de les accompagner, de prendre les bonnes décisions, bien évidemment. Donc ça nécessite, je pense, une certaine prise de recul, puis un petit peu d'expérience aussi. Hein. En 15 ans d'activité, on augmente notre expérience et on essaye de prendre les bonnes décisions. Mmh. Ouais. Et alors, si aujourd'hui je vous disais, vous pouvez avoir un business meeting avec n'importe qui sur Terre, qui vous choisissez ? Avec n'importe qui sur Terre ? Ah là là, c'est une bonne question. Une baguette magique. Une baguette magique. Écoutez, sans doute Elon Musk. Pour négocier une place. Ouais, bon, alors peut-être pour négocier une place, non, mais aussi parce que c'est assez intéressant. Il y a plein de boîtes notamment de tech, qui au début ne voient pas l'utilité de faire des études marketing parce qu'ils ont déjà plein de ce qu'on appelle des first party data en fait. Mais on voit d'ailleurs tous immanquablement deviennent nos clients après quelques années de maturité. Ils se rendent compte de ce qu'ils n'ont pas et ils se rendent compte de ce qu'une société comme Ipsos peut leur apporter. Celle qui nous manque aujourd'hui, c'est Tesla. Donc en 7 ans aux US, j'ai pas réussi, mais on va continuer à essayer. Bon, on croise les doigts, mais en tout cas, ces 7 ans aux États-Unis vous ont permis d'avoir énormément de choses à transmettre et à transmettre à notre génération. C'est le moment pour vous de nous donner quelques conseils. Alors, on sort d'une période évidemment assez compliquée pour tout le monde, personnellement, professionnellement, et particulièrement par certains aspects pour les jeunes. Ces jeunes-là, aujourd'hui, nous et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre comme conseil, comme message ? Tout d'abord, surtout dans une logique de début de carrière, on va dire, hein, je pense qu'il faut... il y avait un slogan, en tout cas, qui m'avait marqué en école, c'était « apprendre à oser ».
Et je pense qu'au début, je n'avais pas forcément saisi la portée de ce message, mais je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où le changement s'accélère et la crise qu'on vient de vivre, en fait, et on le voit dans toutes nos études chez Ipsos, accélère en fait un certain nombre de tendances. Donc, continuer à oser. Et puis, deuxièmement, je pense, ne sous-estimer le besoin de continuer à être curieux. On est dans un monde aujourd'hui où, peu importe les études que vous avez faites, il faut être en apprentissage permanent. Moi, j'ai fait une majeure marketing, je suis sorti dans les années 2000. Autant vous dire que tout ce qui est marketing digital, je l'ai appris de façon complètement autodidacte. Donc, il faut complètement continuer à avoir cette curiosité. Donc, oser et garder cette curiosité, garder cette flamme, cette soif d'apprendre. Qu'est-ce que vous diriez concrètement que vous avez appris sur le marché du travail un peu trop tard, qui nous serait utile à nous de savoir dès aujourd'hui ? C'est à affirmer sa personnalité, parce qu'en fait, réussir une carrière, ce n'est pas du tout qu'une question d'intelligence, de diplôme ou même de savoir-faire technique. Il en faut. Il faut une certaine éthique de travail aussi, mais il faut aussi se définir sa propre personnalité, son propre caractère, l'affirmer, le faire évoluer également au fil des réunions, des feedbacks et des expériences. Mais il ne faut pas sous-estimer ce que les Américains vont appeler l'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est ça, être soi-même, que vous voulez léguer comme valeur à vos filles ? Vous avez 2 filles de 10 et 12 ans. Surtout en tant que fille, oui. Je pense que c'est sans doute peut-être encore plus important, je pense, pour les femmes aujourd'hui d'être elles-mêmes et de casser les plafonds de verre qui peuvent parfois encore exister. Dernière question de cette orale, Alexandre Guérin. Si vous deviez refaire une chose différemment, est-ce qu'il y en a une et comment vous la referiez différemment ? Alors non, je suis pas content de tout ce que j'ai fait, mais je vis pas dans le passé. J'aime pas l'idée d'avoir des regrets. Toute expérience est bonne à prendre et je referai tout de la même manière. C'est parfait. Réponse classique, mais réponse acceptée. Alexandre Guérin, nous arrivons malheureusement au terme de votre oral. Nous allons mener notre propre petit sondage, mais de l'avis du jury, il s'est extrêmement bien déroulé. Merci beaucoup encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à Servan et à Sandy de nous avoir aidés dans la préparation de ce numéro de Smart Génération. Merci aux équipes d'HEC, de KIP et de Bismart de nous avoir accompagnés toute l'année dans l'aventure Smart Génération. On vous souhaite un excellent été sur Bismart. À bientôt.